Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est enseignante au primaire de formation et a enseigné quelques années en milieu défavorisé. Par la suite, elle a terminé une maîtrise en didactique du français. Sa thèse doctorale portait sur les types de besoins de soutien des enseignants ainsi que sur leur perception de l'aide reçue. Ses expertises sont en lien avec le développement professionnel, la gestion de classe, l'encadrement des élèves, la différenciation pédagogique, le stress professionnel, la résilience professionnelle, la formation des maîtres et la littérature et la didactique et bien d'autres certainement. Membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, mon invitée est aussi rédactrice en chef de la revue Vivre le primaire depuis environ 10 ans. Elle cumule à vitesse grand V des participations à de nombreux comités ainsi qu'à des activités au sein d'organismes ou d'entités de l'institution. Avec plusieurs publications et communications écrites dans le domaine de l'éducation, mon invité a reçu plusieurs prix et distinctions en lien avec ce merveilleux milieu que nous partageons et chérissons, soit celui de l'éducation. C'est avec grand plaisir que je reçois Geneviève Carpentier, professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'éducation, département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Belle présentation. C'est une belle présentation. Oui. Puis je sais que j'ai oublié des... je sais pas que j'ai oublié des choses, c'est que j'aurais pas pu mettre trois pages. L'essentiel est là. L'essentiel est là. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Le but, c'est de parler d'éducation. J'en parle avec toutes sortes de personnes. J'aime bien avoir des gens qui sont dans mon domaine. On a la même passion, la même mission qui est de parler d'éducation. Puis ça évolue, ça a évolué, ça continue d'évoluer. Vous avez enseigné combien d'années? Vous avez fait votre bac en enseignement au primaire? Environ 5 ans. OK. Oui, environ 5 ans, plus au 3e cycle. OK. Je me suis vite trouvé une passion pour les plus vieux. Les plus vieux. Ouais. Puis c'est vrai, quand on est enseignant, on sait tout de suite, assez rapidement, avec quel élève on est moins. Alors, moi, je suis plus du 2e cycle. OK. Je suis capable de me promener d'un cycle à l'autre. Présco, j'adore, mais j'en ferais pas un travail à plein temps. Je comprends. On est pas mal. Quand on a entendu, ben là, au primaire, c'est facile, les petits... Non, mais surtout, Oui. surtout sur tout ce qui est la prélecture, la préécriture, la littératie, tous les fondements qui sont basés sur l'éducation préscolaire. Puis ça reste que c'est un programme qui est très différent du primaire, Oui. où on est dans le développement global, l'identité, être capable de s'affirmer. Même en termes de gestion de classe, là, le préscolaire, c'est très différent du primaire, là, avec les différents coins, le jeu libre, avec les nouvelles réformes où on a 2 périodes de jeu libre par jour qui sont obligatoires au préscolaire. C'est pas des périodes où on laisse les élèves faire n'importe quoi. Non. Il faut animer, il faut jouer des rôles. Apprentissage par le jeu. Et tout ça. Donc, non. C'était une autre chose. En 3e cycle, là, sont pas encore ados assez pour, des fois, t'envoyer promener. Quoique là, plus ça avance, plus ça arrive vite. Mais effectivement, il y a des activités qu'on peut faire avec les plus vieux là, qui peuvent plus s'instaurer dans des projets de classe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez quitté le milieu? Vous étiez en milieu plus défavorisé aussi? C'est pas mal votre clientèle? Oui, pour l'instant. Puis moi, j'étais dans une époque où on n'était pas en pénurie de main-d'œuvre. Donc, il n'y avait pas de poste demain matin. Il fallait qu'on se promène, il fallait qu'on choisisse un peu. Fallait pas qu'on choisisse, en fait. Fallait qu'on prenne ce qu'on pouvait avoir. Et en fait, j'ai choisi de poursuivre à la maîtrise en continuant au début d'enseigner pour le plaisir parce que j'avais une curiosité, en fait, sur ce que je faisais, mes propres gestes. Qu'est-ce qui faisait que des fois ça fonctionne, puis que des fois j'avais l'impression de faire sensiblement la même chose, puis que ça fonctionnait pas cette journée-là. J'essayais de comprendre et tout ça. Il y avait une idée de réflexion là, derrière ça. Et je me suis vraiment pris au jeu de la recherche. Moi, j'ai adoré la recherche. Et là, tout de suite après ma maîtrise, j'ai enchaîné sur le doctorat. Puis après mon doctorat, j'ai tout de suite eu la possibilité d'avoir un poste à l'Université de Montréal. Il y avait aussi une partie de moi qui trouvait qu'il manquait de gens du milieu pratique à l'université. Là. J'avais l'impression que... C'est ça, comme plusieurs. Là. Des fois, il y avait une déconnexion entre... parce qu'il y en a qui n'ont jamais quitté l'université. Là. La plupart des professeurs à l'université n'ont jamais quitté l'université. Oui, et ça reste qu'on est un domaine
avec plein d'autres domaines connexes. Oui. Donc, moi, dans ma faculté, j'ai des collègues qui sont à la base, qui ont fait des études en psychologie, en psychoéducation, en philosophie. Donc, que même leur bagage expérientiel et au niveau des études n'est pas en lien avec l'éducation, mais la philosophie de l'éducation ou l'administration de l'éducation et tout ça. Donc, ça fait un bagage qui est intéressant pour se compléter. Qui est riche. Mais je trouvais qu'il manquait de gens d'éducation, de terrain, qui ont enseigné, qui ont cette compréhension-là et qui ont cette facilité-là, donc, à faire le pont entre les milieux pratiques et les milieux universitaires. Il y avait cette envie-là d'un peu réconcilier ces deux milieux-là à travers ce choix-là. Parce que sur le terrain, c'est souvent pas toujours ce qui va être dit ou ce qui va être étudié ou ce qui va être entendu ou lu. Puis là, souvent, on entend ça, ben voyons donc, des fois, les gens du milieu vont dire, ben cette personne-là n'est jamais venue dans une école. Il y a une idée, des fois, on a l'impression de déconnexion entre ce qu'on peut dire ou faire à l'université puis ce qui se passe pour vrai dans les milieux pratiques. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance plus positive dans les dernières années, là, où les gens nous demandent qu'est-ce que la recherche dit sur l'apprentissage de l'écriture script dès la première année. Qu'est-ce que la recherche nous dit? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie de savoir qu'est-ce que les recherches disent pour avoir, après ça, basé leur opinion puis leur geste professionnel, en fait, sur des appuis scientifiques. Mais je ne suis pas certaine que ça a toujours été le cas. J'ai l'impression que le milieu universitaire a eu à faire une introspection là-dessus, tu sais, sur la façon dont il détenait la vérité ou comment c'était descendu dans les milieux plutôt que partagé dans une espèce d'horizontalité des projets de recherche. Donc, il y avait cette grande envie-là, en fait, de réconcilier ça, puis de faire des projets de recherche qui allaient combiner. Et moi, c'est une de mes grandes fiertés. En fait, tous mes projets de recherche, on est un nombre paritaire de chercheurs de milieu universitaire que de chercheurs de milieu de pratique dans les projets de recherche. Donc, quand on demande une nouvelle subvention, bien, si on est 4, il y a 4 personnes qui sont CP, direction, enseignant, tu sais, et l'autre moitié qui va être chercheur universitaire ou étudiant au cycle supérieur, étudiant à la maîtrise ou au doctorat. Et cette combinaison-là, le fait qu'on soit paritaire, ça amène une richesse incroyable. Ben oui, certainement, beaucoup plus d'informations. Vous ratissez beaucoup plus large. Oui, il y a une facilité aussi de collègues d'avoir accès à plein de milieux parce que là, on a les gens du milieu qui sont là. Il y a une compréhension. Donc, dès qu'on arrive avec un nouveau cadre conceptuel, bien là, il est tout le temps tout de suite confronté à la réalité terrain, là, de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas. Même des fois, au niveau du vocabulaire, ce mot-là, ça passera pas dans le milieu. Non. OK, bon. C'est vrai? Parce que vous me le dites. Donc, on va trouver un autre mot, on va trouver une autre façon d'expliquer les choses. Donc, ça amène vraiment de richesse. Puis ça, je pense que c'est le fait que j'ai été enseignante à la base. Puis c'est cette motivation-là d'aller à l'université pour réconcilier un peu ces deux milieux-là qui font cette... Puis ça fait un porte-étendard encore plus grand. Naturellement, ça rallonge les tentacules parce que les gens sur le terrain ont accès beaucoup plus facilement aux parents, ont accès beaucoup plus facilement aux élèves, aux autres humains qui œuvrent autour du milieu. Puis ces recherches-là, bien, sont faites pour qui? Ils sont faites pour les enseignants, les enfants, sont faites pour le terrain. Oui, exact. Et bien, ça amène aussi une proximité. Moi, il y a beaucoup d'enseignantes qui font juste m'écrire pour me dire, bon, bien, j'ai lu tel article, je veux juste être sûre, j'ai commencé à faire telle chose dans ma classe, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, ça me fait hyper plaisir, là, après ça, de prendre contact, de discuter, d'aller voir, de tout ça. Donc, il y a comme une espèce de... C'est ça, je ne sais pas si c'est une réconciliation ou en tout cas un rapprochement entre le milieu universitaire et le milieu Puis répondre pratique. peut-être à un besoin inconscient que vous avez vécu aussi sur le terrain. Je sais pas parce que j'ai tellement pas été là assez longtemps pour le vivre. Puis en étant en insertion professionnelle, on a beaucoup de soutien des conseillers pédagogiques, des directions d'école quand on commence dans le milieu. C'était plus une espèce de sentiment collectif. Tu sais, j'avais l'impression que mes collègues étaient essoufflés, que mes collègues plus expérimentés dans les écoles passaient beaucoup de temps à nous aider, nous les nouveaux, mais eux étaient peu nourris, en fait. Puis là, vous parlez à peu près dans les années... quelle année, à peu près? 2000. Fin 2000. Donc, vous venez de parler, des fois, c'était difficile. On était tu sais, je voyais mes collègues essoufflés. Donc, des ressources, etc. Puis là, 24 ans plus tard, on est pas mal dans le même bateau et encore pire. Oui, on est encore dans le même bateau. Il y a eu beaucoup d'avancées pour l'insertion professionnelle. Il y a eu des mesures budgétaires, il y a eu des plans, des plans d'aide à l'insertion professionnelle, des programmes d'insertion professionnelle, donc avec du mentorat, des formations et tout ça qui ont été implantés dans la très, très vaste majorité des centres de services scolaires en ce moment. Donc, en termes d'insertion professionnelle,
Je pense personnellement que les grands oubliés en ce moment, ce sont nos enseignants d'expérience. OK, Parce oui. qu'on a tellement d'enseignants non Non légalement légalement qualifiés. qualifiés ou d'enseignants en insertion professionnelle. Donc, l'ensemble des ressources des centres de services scolaires sont vers eux. Ben oui. Donc, les Parce qu'ils ont enseignants... une pression des parents et de la société qui dit, attends une minute, là, tu dis, il y a un adulte dans une classe. Exact. C'est qui l'adulte qui s'occupe de mon enfant? Parce qu'ils décrochent, parce Ouais. qu'ils ont à faire de la formation continue puis à apprendre. Parce que le choc de la réalité du début de carrière, là, entre avoir appris qu'est-ce que la pédagogie versus être devant 25 enfants, il y a quand même un gap là. Oui. C'est pour rien qu'on parle de formation initiale et de formation continue. La formation est loin d'être terminée à la fin d'un 120 crédits universitaires. Là. Tout ça se poursuit. Tout ça, ça devrait, un peu comme les ordres vont le demander. Exact. Donc, avoir des formations. Quand dites-vous de l'ordre, vous, c'est quelque chose que vous trouvez positif? Je suis pas tranchée sur la question parce que j'arrive à trouver difficilement dans la littérature des endroits où ça a vraiment tout changé. Tu sais, on se compare souvent avec l'Ontario. L'Ontario a à la fois encore un syndicat, à la fois un ordre professionnel. Ça semble pas être... Ça touche entre les deux. Ça semble pas être la panacée, là, ce qui s'est passé là-bas. Donc, mon cœur aurait envie d'avoir un ordre professionnel, surtout pour la valorisation de la formation continue, l'exigence de la formation continue. Mais les enseignants le font. Oui. Les enseignants ont envie de se former puis ont envie de continuer. La très, très vaste majorité des enseignants ont envie de continuer, mais ont envie d'avoir accès à de la formation de qualité donnée par des gens qui ont une expertise poussée dans des laps de temps qui se peuvent. Tu sais, une demi-journée de formation pendant une pédagogique où je suis débordée pendant la période de bulletin. C'est pas le bon moment. C'est juste pas le bon moment. Donc, ils ont envie qu'on réfléchisse à la formation continue en prenant en compte qu'ils ont un quotidien que la majorité des gens n'arrivent pas à comprendre, surtout depuis la COVID où on est beaucoup à profiter du télétravail 1 à 2 journées, où on est plus flexible dans notre horaire. Les enseignants, là, sont régis par des cloches. C'est des cloches qui déterminent quand ils peuvent aller à la salle de bain, quand ils peuvent avoir faim. Leur vie se passe 100% à l'école, leur vie professionnelle. Là. Donc, c'est comme une autre vie que des fois, les gens qui jugent difficilement, en fait, les enseignants, je pense qu'ils oublient à quel point c'est une profession qui est non seulement, oui, exigeante, mais demandante, même juste d'un niveau là, de présence, routinier, là, et quand on n'est pas là en enseignement, il y a quelqu'un d'autre qui est là, mais qu'il va falloir qu'on planifie ce qui va se passer, qu'on revienne à ce qui va se passer. Il n'y a jamais de... C'est pas un vrai remplacement. Non. Je fais juste dire, je suis pas là, donc ce n'est plus mon problème. Non, puis souvent, mon problème il y a des enseignants qui vont même ne pas prendre de congé parce qu'ils aiment mieux rentrer malade ou ne pas bénéficier de leur congé parce qu'ils disent, mon Dieu, comment je vais retrouver ma classe dans 2 jours? J'ai des élèves à ce petit pouls-là. Tu sais, il y a un engagement. Quand tu vas en enseignement, tu as un engagement envers les enfants. Puis tu as un souci de ça. Tu te dis, c'est pas vrai. Tu dis, je prends mon congé, puis elles viennent que pourra. Tu dis, mon Dieu, comment je vais trouver ma classe? Et quand on a une suppléante en or, puis on le sait que c'est elle qui va rentrer, là, on peut peut-être un peu plus vivre notre congé. Mais, puis donc, tu sais, c'est pas d'hier que la profession, les enseignants sont épuisés. Puis là, on en est à une pénurie. Pensez-vous qu'on va voir le bout de cette pénurie-là un jour? Moi, habituellement, je suis une fille positive. Tout balancier. Tu sais, il y a une pénurie partout, dans tous les secteurs. Là-dessus, moi, je marche sur des œufs en disant ça, là, mais c'est normal qu'on ait une pénurie. Là. Il y a une pénurie partout. Là. Il y a une pénurie dans la restauration, dans l'immobilier. Il y a une pénurie au niveau des infirmières. Il y a plein de domaines là, dans lesquels on a une pénurie. En construction, alors que c'est pas le milieu où on dit qu'on n'a pas bonnes conditions de travail. Fait que la pénurie, je pense qu'elle est sociétale en ce moment, due plutôt à des enjeux démographiques et tout ça. Et de choix de vie aussi. Oui, elle est exacerbée par les conditions de travail, mais elle n'est pas que à cause de ça. Et ça, je pense que des fois, ça nous nuit en éducation, où on manque un peu de nuance. Et là, on va dire, nous, on est en pénurie parce que c'est l'enfer. Puis là, les gens vont être comme, attends un peu, là. Chez Tim Hortons aussi, sont en pénurie. Puis il n'y a personne qui nous dit que c'est parce que c'est l'enfer de travailler là. Non. Puis là, il y a une pénurie dans le milieu. Fait que, tu sais, il y a comme la démographie actuelle amène à ce qu'il y ait un enjeu de main-d'œuvre au Québec en général. Et nous, je pense que dans notre domaine, c'est accentué parce qu'en plus, on a des conditions de travail qui sont pas évidentes, qui sont difficiles, qui demandent à la fois un parcours universitaire quand même de 4 ans, qui est quand même un engagement demandant, mais qui demande après ça un dévouement
C'est une profession, donc qui demande, c'est pas un don, là, enseigner, là. C'est une profession qui s'apprend avec des compétences professionnelles qu'il faut développer. Puis c'est pas vrai que je l'ai ou je l'ai pas. Donc, quand ça se passe pas bien dans ma classe, c'est pas tout le temps de la faute de mes élèves. Les enseignants se remettent en question, essaient de développer des compétences, vont faire des lectures, vont aller faire des formations. Donc, ça demande un engagement, un investissement comme profession. Oui, puis la gestion de classe, moi, c'est mon regard à moi. Là, vous me direz ce que vous en dites. Ma génération à moi, ma force, c'était beaucoup la gestion de classe. Notre génération, par notre éducation et tout ça. De ce que je vois des jeunes enseignants, parce que je les engage, je les recrute, je les accompagne justement à travers mes centres pédagogiques durant leur bac. Je trouve ça bien pour eux parce que je me dis, bon, ben c'est mieux de faire 4 ans de tutorat puis de suivi que d'être 4 ans chez Tim Hortons. Parce que ça, tu as une classe, c'est plus positif. Plus positif. Mais la gestion de classe est tellement problématique pour eux, la nouvelle génération d'enseignants. Avez-vous observé ça? Oui. Est-ce que vous parlez vraiment comme de la gestion de l'indiscipline ou de la gestion de classe en général? Tu sais, si on demande... Si on prend, je serais plus dans la discipline. Ça, vraiment la discipline. Oui. Mais puis pour moi, la discipline, c'est le dernier wagon de la gestion de classe. Tu sais, c'est avant d'en arriver là, bien, est-ce que j'ai bien géré mon matériel? Est-ce que j'ai bien géré mon temps? Est-ce que mes attentes envers les élèves étaient claires? Puis j'ai donné des consignes comportementales claires? Ce qui fait en sorte que là, ils ont été aussi des consignes cognitives. Est-ce que j'ai l'attention de mes élèves? Est-ce que je l'ai maintenue? Est-ce que je parle pendant 30 minutes alors que l'empan attentionnel des enfants qui sont devant moi est à peu près 10 minutes, puis là, ça fait 20 minutes que j'ai dépassé, puis qui sont même pas cognitivement censés être capables d'être en silence encore, tu sais? Donc, il y a tellement de choses pour prévenir l'indiscipline que je trouve qu'en mettant beaucoup l'accent, puis en donnant beaucoup de formations sur comment on va gérer quand ça va pas bien. On a plein d'outils avant. Il y a plein d'outils en avant. Pour se rendre là. Qui fait en sorte que la majorité de nos élèves vont pas se rendre là. Tu sais, si je suis pas dans la zone proximale de développement de mes élèves, si la moitié des élèves ont aucune idée de quoi je parle parce que je parle pas le même langage qu'eux, puis qui sont rendus si peu loin en mathématiques que chaque fois que je fais des mathématiques dans ma classe, ils se sentent incompétents, ils se sentent pas compris, ils sont complètement désengagés au niveau cognitif, affectif, comportemental, bien, c'est sûr qu'ils vont niaiser. Mais tout d'un coup, si je me mets à leur offrir des tâches à leur niveau dans lesquelles ils vont se sentir compétents, qui vont bâtir leur confiance en soi, puis qui vont se dire, OK, attends, ça peut être le fun, cette affaire-là. Les enfants, à la base, là, ils veulent être bons, ils veulent apprendre, ils veulent être On leur dit tellement, tu vas voir à l'école, tu vas te faire des amis, tu vas apprendre plein de choses, ça va être agréable. Ouais. Puis là, ben, arrive des fois, justement, puis même des échecs, on pourra en parler aussi. Mais donc, ça veut dire qu'avec tout, là, moi, je le comprends, on est formé pour ça. Mais donc, les non légalement qualifiés, là, qui doivent justement passer à travers toutes ces étapes-là pour éviter que l'élève soit perturbateur, il n'est pas... C'est une profession, là. On ne s'improvise pas enseignant. Je comprends qu'il faut mettre un adulte dans une salle de classe, mais on ne s'improvise pas enseignant. Et là, c'est dur de faire une grande généralisation avec l'ensemble du personnel non légalement qualifié parce que là-dedans, il y a de tout. Oui. Il y a des gens qui étaient légalement qualifiés dans d'autres pays puis qui sont en attente et qui ont des compétences en pédagogie. Ben oui. Il y a des gens qui ont aucune compétence en pédagogie puis tout ça. Il y a des gens qui sont en deuxième carrière. Moi, j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants qui ont été 20 ans journalistes puis qui arrivent ici avec un bagage d'expérience qui amène autre chose. Ils ont à développer leurs compétences de pédagogue, mais qui arrivent avec... Mais un journaliste, déjà là, ça va déjà dans la recherche, dans les études, dans la préparation de ces dossiers. Donc, il y a déjà au moins ces forces-là. Là. Fait que c'est pas un bloc monolithique. Non. Tu sais, quand on essaie de... Je voudrais pas gérer les politiciens, là, mais quand on essaie, comme politicien, de faire des grands consensus, le personnel non légalement qualifié, bien là... Il y a plein de catégories là-dedans. Il y a plein de gens qui sont différents, qui ont différents besoins, différentes expertises qu'on pourrait mettre à profit, tu sais. Donc, c'est difficile de juste cibler cette grande catégorie-là de personnes puis de dire, eux, ils ont besoin de tout ça. Parce que moi, je le dis souvent, ça fait 20 ans que je le dis dans les médias, que la pire erreur qu'on va faire, puis souvent les médias le font parce qu'ils doivent faire ça rapidement, là, c'est vite, c'est de généraliser en éducation. Tu peux pas généraliser. Tu peux pas dire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce qu'on va faire pour un, c'est ce qu'on ne fera pas pour l'autre. Puis ce qu'on ne fera pas pour l'autre, c'est ce qu'on va faire pour un. Ouais. Tel milieu, telle famille, tel enfant. On va adapter notre enseignement. On va adapter comme la clientèle où est-ce qu'on enseigne, même la direction d'école, le centre de service. Ne peut pas, même si tout le monde est traité de la même façon, on va dire, OK, cette école-là est dans tel quartier. On ne peut pas généraliser.
Oui. Nos interventions, c'est sûr qu'elles sont très, très, très ciblées pour les enfants. On a des savoirs généraux. Tu sais, la rétroaction, par exemple, c'est un bel exemple. On le sait que pas mal, peu importe quel élève j'ai devant moi, si à 2 ou 3 reprises, dans un très court laps de temps, il fait quelque chose, puis immédiatement, je lui donne une rétroaction Renforcement positive, positif. très, très rapprochée, je vais avoir un effet assez certain Peu importe le milieu, peu importe l'enfant, sur ça, son c'est sentiment général. de compétence puis son engagement. Fait qu'on a quand même des savoirs, des fois, qui sont assez généralisés. On sait qu'il y a certaines façons d'enseigner qui semblent le modelage. Bien, c'est pas mal assez généralisé que l'ensemble des apprenants, qu'ils soient enfants ou adultes, vont bénéficier d'un modelage, vont bénéficier d'avoir quelqu'un qui leur dit « Regarde comment je vais faire, je vais te le dire, puis je vais te dire tout ce qui va se passer dans ma tête quand je le fais. » Parce qu'après ça, quand toi, tu vas le faire, tu vas essayer de m'imiter puis de dire toi aussi ces choses-là dans ta tête. Mais on sait que le modelage, là, en général, pour l'humain, c'est un bon tremplin vers l'apprentissage. On a quand même des assises en pédagogie. Ils sont assez faciles à didactique. exécuter pour un non légalement qualifié. Tu sais que c'est assez Mais avec qu'il une faut logique. prendre le Là. temps Oui. d'expliquer, de bien faire, de modéliser pour que la personne, qu'elle soit non légalement qualifiée ou en insertion professionnelle, nous voit le faire avec des élèves, voit comment ça se passe, comment on intervient, comment on interagit avec les élèves, comment on les regarde, comment on balaie notre classe, comment on marche notre classe. Donc, il y a quand même... c'est ça. Il y a des savoirs que je pense sur lesquels on peut s'asseoir. Après ça, il y a on essaie de contextualiser selon les élèves qu'on a devant nous, comment ça va se passer. Mais on est quand même dans une profession où la recherche a beaucoup évolué, puis on peut s'asseoir en fait sur certains quand même grands savoirs qu'on a sur la pédagogie. Là. Ouais. Oui, puis justement, on va revenir un peu aux recherches parce que vous en faites beaucoup. Comment ça fonctionne quand une recherche débute? Là, vous chapeautez des recherches, vous allez vous chercher des gens, vous dites, moi, j'ai le goût de faire telle recherche, vous soumettez ça naturellement. Ouais. Là, il y a des fonds qui viennent avec ça. Et là, vous allez chercher vos intervenants. Hey, il me semble qu'elle serait bonne, elle. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, bien là, c'est sûr que là, il y a... Un autre chercheur vous dirait autre chose. Okay. Moi, je fais de la recherche collaborative. Donc, je fais de la recherche avec les milieux pratiques. Donc, quand il y a un nouveau projet de recherche qui va se mettre en branle, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir des milieux, puis on va leur demander quelles seraient les problématiques les plus qui vous préoccupent le plus dans votre milieu. Là, prenons un exemple concret là, d'une recherche qui est en cours sur la durabilité des apprentissages chez les élèves. Donc, on est allé dans ce milieu-là, puis les enseignantes nous ont dit « Nos élèves oublient tout. Oublient même avant les examens. Ou s'ils n'ont pas oublié avant les examens, ils ont eu une bonne note à l'examen, mais ils ont oublié la semaine glissade d'après. d'été. La fameuse glissade d'été. Donc, d'une année à l'autre, les élèves oublient, mais en cours d'une même année, les élèves oublient tout ça. Fait que notre enjeu, c'est l'oubli chez les élèves. OK, bon, ben on s'est tourné de bord, on s'est adjoint 3 conseillers pédagogiques, on était 3 chercheurs universitaires. On a demandé un fonds de recherche pour faire une recherche-action sur la durabilité des apprentissages. On voulait se questionner sur, OK, qu'est-ce que vous pouvez faire comme enseignant qui va accroître la durabilité des apprentissages chez vos élèves? On a écrit une longue demande de subvention, on a eu les frais, on a eu l'argent. Et là, après... Excusez-moi, je vais poser les bonnes questions. Pour que les gens comprennent, c'est pas que c'est-tu payant, mais on vit bien. Là, vous êtes professeur à l'université, mais recherche, c'est un travail à part. Est-ce que ça fait partie de Ça fait partie de notre tâche. On n'est pas payé. Vous n'êtes pas payé. Donc, les subventions arrivent pour payer les frais de cette recherche-là? Oui, c'est ça. Okay. Les subventions sont là pour payer les assistants de recherche, pour payer le matériel, beaucoup les libérations des enseignantes. Parce que quand on a des projets, comme là, dans ce projet-là, il y avait 22 enseignants de libérer. Mais là, à 300 $ par enseignant par journée, si on veut les libérer, ça prend beaucoup de fonds de recherche. Les gens comprennent, qu'ils nous écoutent, on écoute, ça part de où? Comment ça se fait? On est dans l'éducation, on veut... oui. Non, les chercheurs, on n'a pas d'argent dans ces fonds de recherche. Ça fait partie de vos tâches. C'est mon travail. Oui, c'est ça. C'est mon travail d'être chercheur. Est-ce que vous enseignez à des élèves aussi à l'université? Oui. En fait, être professeur à l'université, là, grosso modo, là, c'est
donner des cours, donc soit en formation initiale aux futurs enseignants ou à la maîtrise ou au doctorat aux futurs chercheurs, par exemple. C'est faire de la recherche, donc aller chercher des fonds de recherche et tout ça. C'est de communiquer de la recherche, donc aller dans les colloques, écrire des articles scientifiques, écrire des articles professionnels, venir à des podcasts, écrire un article dans un journal et tout ça. Et c'est contribuer à l'institution. Donc, être sur des comités universitaires, s'investir dans notre propre université, tout ça, là, universitaire. Et à travers ça, on a à faire du service à la collectivité, qui est quand je me déplace dans une école qui m'a posé une question pour aller passer 2 heures avec eux et jaser de pédagogie. Donc, on a à faire un service à la collectivité comme chercheur pour faire rayonner, en fait, la recherche puis ce qui se passe à l'université. Et tout ça, c'est tout ce résumé-là, c'est être professeur d'université. Fait qu'après, quand on va chercher des fonds de recherche, ça fait partie d'un des volets de ma tâche de faire ça. Là. De gérer l'aspect financier de ce que ça va coûter, cette recherche-là. Au-delà de gérer le financier, de la faire, de faire les collectes de données, de faire des analyses, d'être sur le terrain, d'aller dans les écoles, d'offrir des formations, de gérer toute la collecte de données, l'analyse des données et tout ça. Ça fait combien d'heures par semaine, un professeur à l'université? Ben là, comme tout le monde, j'imagine qu'il y en a qui doivent en faire 40, 50, puis d'autres 80. Là. Fait que, mettons, on va dire entre 40 et 80. T'as des plus passionnés que d'autres ou qui ont plus de temps que d'autres? Ça va que c'est par vague. Oui. On a comme dans probablement plein d'autres professions, là, c'est sûr que quand on est en fin de session universitaire avec la correction de tous les travaux de nos étudiants et que les colloques arrivent et que tout ça, ben là, la semaine déborde. Mais c'est pas un travail où on doit calculer ça en nombre d'heures. Sinon, ça peut devenir déprimant, en fait. On est mieux de le calculer en joie. En joie, puis en mission, puisque ça apporte à ce que ça amène à la société. Donc, c'est aussi l'éducation, c'est pas d'hier, peu importe où on est en éducation, on a un geste missionnaire. C'est une profession, mais moi, je dis toujours la vocation, c'est souvent, on dit, c'est pas une vocation, c'est une profession. C'est vrai, c'est une profession, mais je pense qu'il faut avoir vraiment un goût d'être engagé. Il faut avoir envie de s'investir, c'est clair. Là. Il y a un investissement qui n'est pas juste de temps, là, qui est dans l'énergie, qui est dans le cognitif, ou même quand on n'est plus là, on est quand même en train de rouler un peu sur qu'est-ce qu'il faut que ça nous nourrit aussi. Il faut qu'on ait l'impression c'est pour ça que moi, je carre plus au plaisir, parce qu'un des gros luxes qu'on a en recherche en général, c'est qu'on choisit nos projets, on choisit nos collègues, on choisit, cette équipe-là extraordinaire du Centre de services scolaires des Samars avec lequel on fait le projet sur l'apprentissage durable. Donc moi, c'est devenu des amis. On a du vrai plaisir à être ensemble. Hier soir, on a soupé. On était 6 de ce projet de recherche-là. On a jasé ensemble. Donc, il y a quelque chose de très... on carbure à ça. On n'est pas obligé de travailler. C'est du travail, mais vous y prenez tellement du plaisir que, à quelque part, il y a quand même du travail. Là. Vous ne jasez pas pour jaser, là, dans le sens que... On travaille fort et on travaille beaucoup parce que c'est des fonds publics. Et là, ça, c'est quelque chose que moi, je rappelle constamment à mes équipes. Là. On travaille avec des fonds publics. On a donc une rigueur, une mission, un respect incroyable. Tu sais, exemple concret, là, ce projet-là, on a eu 175 000 $ pour le réaliser sur 3 ans. Bien, à la fin, il faut que ça valait plus la peine que juste donner 175 000 $ à l'école. Parce que si le projet n'a pas plus d'effet que ça, fermons la shop puis donnons 175 000 $ d'abord. Mais à l'école ou... À l'école. Exact. Donc, il y a comme une espèce de responsabilité sociale qui m'habite constamment et que je transmets à l'ensemble de mes équipes de recherche, tu sais, en termes de « on pourrait aller présenter la recherche en Italie. » On ne paiera pas un voyage en Italie pour 2 jours, là. D'accord, si on amène des enseignants avec nous, qu'on fait un colloque professionnel là-bas, qu'on en profite pour aller visiter 4 écoles qui vont aller donner des formations, qui vont... OK, on ne se fait pas un trip sur le dos des contribuables. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Donc, comme chercheur, on a aussi cette éthique-là professionnelle de nos projets de recherche sont issus en très grande majorité de fonds publics. Nos résultats doivent donc retourner au public de façon gratuite parce que je suis payée par l'université pour faire de la recherche qui est financée par des fonds publics. Donc, je serais très malvenue après
que les gens paient pour avoir accès à mes résultats. Là. Oui. Je dois donc diffuser gratuitement mes résultats de recherche. Il faut que ça rayonne le plus possible. Oui, c'est nous collectivement qui avons permis que ces résultats-là arrivent. On doit les redonner à la collectivité de façon gratuite. Donc, ça, c'est super intéressant parce que notre argent va où? Bien, ça, c'en est un aspect très positif où l'argent des contribuables va. Il y a des études. Puis les parents ont accès à ça. Ah ben oui. Au lieu de regarder sur Facebook qu'est-ce qui se passe, comment je devrais penser en éducation, allez voir toutes les recherches de Geneviève. Juste celle-là. Juste celle, vous en avez pour tout l'été, 2-3 étés. Bien, à faire le tour. Ça fait partie de notre mission de faire aussi des écrits qui sont accessibles au grand public. Donc, tu sais, si les gens googlent mon nom, ils vont avoir plein d'articles scientifiques qui les intéressent probablement pas du tout, mais ils vont aussi retrouver plein d'articles qui se tiennent en 1 page ou 2 pages qui expliquent ce qu'on peut faire pour augmenter la durabilité de l'apprentissage chez nous. Oui, parce que vous avez déjà, qu'est-ce qui en ressort à venir jusqu'à maintenant, la durabilité des apprentissages? Beaucoup de choses. En fait, on sait que tout processus de mémorisation commence par une première étape qui est porter attention. Pour apprendre, je dois porter attention. Donc, on a énormément travaillé dans les dernières années sur le processus attentionnel. Autant l'empan attentionnel, combien de temps un enfant est capable d'être attentif de façon soutenue? Et après, comment moi, comme enseignant, je peux préparer mes élèves à être attentifs? Fermez vos choses, là, il vous reste 2 minutes pour terminer votre discussion. Après ça, on va commencer quelque chose d'important. Je prépare leur attention. La façon dont je vais capter leur attention. OK, on regarde ici, j'ai besoin de 5 minutes de votre attention, là, c'est important ce que je vais vous dire. Puis de la façon dont je vais la maintenir dans le temps. J'ai besoin de 5 minutes, puis à travers ces 5 minutes-là, je vais donner des consignes cognitives claires. Là, pendant que je vais faire l'exemple, là, regardez ce que je vais faire, puis dans votre tête, vous devriez être en train de vous dire, OK, c'est comme ça que je vais faire. Il faudrait que je sois capable de nommer les 3 étapes comme elles. Donc, je vais donner des consignes cognitives à mes élèves. On sait que pour capter, mais surtout pour maintenir l'attention de nos élèves, 2 des stratégies qui fonctionnent le mieux, l'humour, la socialisation. Je suis mieux d'être assis avec quelqu'un avec qui je m'entends bien. Pendant mon enseignement, on sait le pouvoir de l'explication. C'est bon que pendant mon enseignement, après avoir expliqué quelque chose de plus complexe, là, je viens d'enseigner le périmètre. Je viens de dire, le périmètre, c'est la somme de tous les côtés d'une figure. Prends 30 secondes puis réexplique à ton voisin ce que tu viens de comprendre sur c'est quoi le périmètre. Il y a mieux qu'un autre élève pour y expliquer. Mais là, ils vont aller nous réexpliquer ça. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux me promener dans ma classe. Je peux tout de suite entendre qui semble avoir bien compris, qui je dois tout de suite aller voir. Parce qu'une erreur que j'imprime dans ma tête, là, elle va être dure à défaire. Donc, tu sais, très rapidement, je vais vouloir défaire une mécompréhension pour m'assurer. Donc, tu sais, on sait que déjà, là, dans la première étape qui est porter attention, là, il y a énormément de choses qu'on peut faire. T'sais. Par la suite, on sait que la deuxième étape, c'est enregistrer. Je dois être capable d'enregistrer. Avec cette équipe-là, je remercie Annick Sérard, qui est une chercheure des milieux pratiques qui est dans ce projet-là, où elle est arrivée avec... vous vous rappelez le jeu des barils de singes? Où c'est des singes qu'on avait dans notre bain? Oui. Avec les élèves, on a travaillé là-dessus. Où finalement, on leur expliquait que chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, il faut que ça s'accroche à un singe pour que ça soit durable. Parce que si je fais juste te dire une information comme ça, puis que le soir, tu t'en vas chez toi, malheureusement, il existe dans notre cerveau, heureusement aussi, des cellules gliales qui ont le méchant travail de nous faire tout oublier ce qui n'est pas important. Donc, si j'ai une connaissance qui est juste libre comme ça dans ma tête, ça va être très difficile pour moi d'y avoir accès. Donc, je dois pouvoir accrocher à ce que je sais déjà. Donc, aujourd'hui, je vais vous enseigner le périmètre. Mais le périmètre, c'est quelque chose que vous connaissez ou vous faites sans vous en rendre compte parce que c'est un processus qui vient avec l'addition. Puis le périmètre, c'est quelque chose que je fais quand je regarde des figures. Et je dois consciemment, avec mes élèves, faire des liens entre les apprentissages que je fais pour qu'il y ait des schèmes cognitifs qui vont se faire tranquillement, pas vite. Tu sais, on utilise souvent l'image de la forêt. Tu sais, la première fois que je passe un chemin dans la forêt, là, c'est difficile, c'est complexe. Fait que la première fois que je parle du périmètre, là, ça peut être un peu lourd puis ardu. Puis la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la 8e fois, ça va devenir de plus en plus facile. C'est automatique. Mais si après ça, j'en reparle plus pendant 1 an parce que c'est plus dans mon programme, puis garde la prochaine, elle s'organisera de tout ça dans 1 an, bien, quand dans 1 an, je vais dire aux élèves, le périmètre, c'est quoi, là? La forêt va avoir repris son droit, là. Les élèves vont nous dire, je connais pas ça. C'est pas qu'ils connaissent pas ça, puis c'est pas qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'on n'a pas continué à... Parce qu'on n'a pas entretenu. Donc, que dites-vous des bains linguistiques?
Ah oui, c'est intéressant. Dans le sens de pratiquer énormément, Moi, se je mettre dis beaucoup... toujours que le bain linguistique, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que quand on l'exige dans une école, et à certains élèves, par exemple en 5e année, je trouve que c'est naturellement, à la base, les parents sont super enchantés parce qu'ils pensent qu'après un bain linguistique, si l'enfant n'est pas en immersion, va devenir complètement bilingue, ce qui est absolument faux. Donc, mais moi, je dis c'est un grand cadeau empoisonné parce que les élèves en difficulté, justement, les petits singes sont loin, là. Oui, c'est les nouveaux petits singes qu'on va accrocher en anglais, mais on arrive en 5e année, qui est une des plus grosses années charnières, vraiment. Ouais. Et là, l'enfant arrive dans une école, il est en difficulté. Il a vraiment besoin de son 10 mois d'année scolaire pour assimiler ses apprentissages. Et on lui demande de condenser ça en 6 mois parce que le bain linguistique, de manière obligatoire. Tu sais, il y a une différence entre ça puis entre des écoles. Tu sais, on parle de généralisation, justement. Des écoles qui vont dire non, nous, on a une classe de bain linguistique, il faut que l'enfant se qualifie à ça. Oui, ou démontre de l'intérêt. Oui, Déjà, s'il démontre exact. de l'intérêt, Ouais. il y a déjà quelque chose qui... Quand je démontre de l'intérêt puis que j'ai envie de, ça veut peut-être dire que je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour le faire. Moi, je suis pas Ça peut se glisser spécialiste. dans votre recherche sur les bains linguistiques, là, ça. Oui. Mais c'est drôle parce qu'il y avait Oui. une enseignante là, dans le projet qui l'avait nommé. Qui faisait ça. Non, mais qui, elle, avait Ah. une classe de bain linguistique, donc elle passait la moitié de l'année, la moitié de l'année. Oui. Puis elle avait l'impression de pédaler beaucoup plus vite que ses collègues. Et donc, ça revenait beaucoup dans ses entretiens de nommer que oui, mais moi, ça va plus vite. Oui, mais moi, je dois vraiment aller plus vite. Oui, mais moi, je vais avoir le double. Oui, puis tu as les parents aussi parce que naturellement, c'est un travail école-parent aussi. Là, Ouais. on n'en a pas parlé encore, mais même les parents que leur enfant ont le bain linguistique vont dire ah, ben là, moi, j'ai plus besoin de tutorat. Là, en janvier, il commence en anglais. Au contraire, c'est là que vous en avez le plus besoin parce que pendant 4 mois, 5 mois, il ne verra absolument pas les apprentissages qu'il a vus avant. Il y a une grande éducation à faire dans la société par rapport à l'enseignement, par rapport à... Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution ou changement à travers vos recherches, à travers... Oui, c'est sûr que je suis jeune chercheuse. Ça fait seulement 5 ans que je suis là, donc c'est tôt pour parler d'évolution. Moi, ce que je sens, c'est qu'en tout cas, il y a une envie en ce moment de collaboration par les milieux pratiques. Il y a un engouement pour la recherche, pour participer à des projets de recherche. Une soif d'apprendre, d'en apprendre davantage. Je l'explique un peu par les enseignants expérimentés qui, comme je le disais dès le départ, pour moi, sont un peu les grands oubliés des dernières années, servent de mentors pour les plus jeunes, servent d'enseignants associés pour nos stagiaires universitaires. On est en train de les épuiser. Mais eux sont très peu nourris. Les conseillers pédagogiques sont beaucoup dédiés à l'insertion professionnelle ou au personnel non légalement qualifié parce qu'il y en a énormément. Les directions d'école changent beaucoup dans les écoles, alors que les enseignants, eux, restent là très longtemps. Et dans une recherche récente qu'on a faite, il y a beaucoup d'enseignants expérimentés qui disaient qu'un de leurs grands besoins était de se sentir rassurés. Ça nous a questionné comme résultat quanti. On se disait, mais rassuré pour qui? Ça fait des années que tu es là. C'est ta permanence. Et quand on se pose ce type de questions-là en recherche, ça veut dire que c'est le temps d'aller faire du qualitatif, d'aller poser des questions, d'aller faire des focus groups et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait des groupes de discussion avec des enseignants expérimentés pour comprendre. Puis, ce qu'ils nous disaient, c'est j'ai pas besoin de me faire rassurer par une nouvelle direction qui est jamais venue dans ma classe puis qui sait pas vraiment de quoi qu'elle parle puis qui me dit ben non, t'es bonne. J'ai besoin de me faire rassurer par quelqu'un en qui je reconnais une expertise, qui a pris le temps de regarder ce que je fais pour vrai, qui est venu me voir, puis là, qui va me donner une reconnaissance sur ce que je fais, puis qui va m'amener, puis va me pousser et tout ça. Donc, pour moi, les enseignants expérimentés sont vraiment les grands oubliés, puis j'essaie de voir comment, à travers les projets de recherche que je mène, ils peuvent être des co-chercheurs puis des participants privilégiés. Ça les valorise, ça les stimule. Bien, beaucoup. Et en ce moment, ils sont les pierres angulaires de la formation. Pendant la formation initiale à l'université, nos étudiants, les moments qu'ils préfèrent, c'est les stages où ils sont avec eux. Donc, si l'enseignant
qui le reçoit a des pratiques intéressantes et exemplaires, c'est super pour le stagiaire. Mais si l'enseignant qui le reçoit a des pratiques bien ordinaires, ou qui s'est pris une stagiaire pour faire ses copies, puis c'est très, nommons-le, là. ça peut être très, très, très décevant. C'est eux qui sont les mentors des enseignants en insertion professionnelle, donc ils ont un immense pouvoir. Donc, en ce moment, mon impression, c'est que les enseignants expérimentés ont un immense pouvoir sur la profession, que ce soit dans leur implication autant en formation initiale qu'à l'insertion professionnelle, mais eux sont peu stimulés, nourris, interpellés et tout ça. Donc, puis sûrement qu'il y a une place au ministère, puis dans toute cette sphère-là qui va penser justement à ce que c'est... On va-tu mettre ça en place? Non. Pour le moment, on focus plus sur répondre à la... Ouais. Parce que l'enseignant qui est là, il est permanent. On sait qu'il ne sortira pas de là. Quoi qu'il y en a qui sortent prématurément. Mais c'est sûr que ces gens-là sont plus certains. Puis on se dit, bien, il fait la job. Donc, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir un beau regard de la société. Alors, on va travailler sur ça où les parents vont être inquiets. Les parents ne vont pas se plaindre de Mme Chantal. Bien, Chantal, je prends ce nom-là, puis il y a eu quelque chose. Puis tu sais, on peut même en parler parce que pour se rendre là, Mme Chantal, on peut nommer n'importe qui se rend à être exaspéré, à en être tellement, là... tu sais, moi, j'ai trouvé ça tellement triste parce qu'à être déchiré, à être complètement démoli pour en arriver là, tu ne vas pas en enseignement pour agir comme ça, là. Non. En classe, ça. C'est pas ça. Mme Chantal n'a pas commencé sa carrière comme ça, là. Non. Ça, c'est sûr. Pour en arriver là, puis moi, j'en ai reçu une ici, enseignante. J'en côtoie aussi beaucoup. Puis souvent, ces gens-là se dirigent peut-être vers les mauvaises personnes parce que souvent, ils vont aller voir leur syndicat. Puis ils se font dire souvent « Ah, tough. » Ils se font dire « tough. » C'est peut-être ça que Mme Chantal se fait dire. Qu'en pensez-vous? Avez-vous fait des études par rapport aux les syndicats? Vous ne touchez pas à ça? L'impact de... Non, j'ai fait pas de recherche sur ça. J'ai une étudiante au doctorat en ce moment, Catherine Tardif, qui fait son doctorat sur la violence éducative ordinaire. Donc, sur la violence perpétuée par le personnel scolaire sur les élèves. Ça va être hyper intéressant. C'est quand même pour ceux que ça peut intéresser, on peut aller voir ce que fait Claire Beaumont et tout ça à l'Université Laval. Là, Parce que moi, je le vois là, sur les réseaux sociaux et durant la pandémie, là, je ramassais des gens en enseignement, des stagiaires, des jeunes enseignants qui avaient peur. Puis moi, je n'ai pas peur de le nommer. Là. Les gens le savent très bien. Là. Moi, je trouve que les syndicats sont de plus en plus... Puis c'est moi qui le dis, c'est pas elle. Là. sont de plus en plus toxiques. Okay. Et je trouve que dans le milieu de l'éducation, c'est absolument abominable. Et moi, les gens que je ramassais à petite cuillère dans le temps de la COVID, qui ne voulaient pas retourner en classe, ils n'avaient pas peur de la COVID. Ils avaient peur de la pression syndicale, de leurs délégués syndicaux dans leurs murs, qui, s'ils ne marchaient pas dans les mêmes traces. Ouais. Les autres, ils voulaient retourner. Là, c'est un peu comme des infirmiers qui allaient au front, puis qui allaient... tu sais, ah, là, tu vas être un cobaye, etc. Et moi, je le vois, la même chose durant la grève des profs. Quand je voyais sur les réseaux sociaux des étudiants qui disent, ben là, moi, je suis anxieux, est-ce que je devrais assister à... ma maître associée me dit que je dois absolument être là parce que c'est ma profession plus tard, il faut que je sois solidaire. Moi, j'écrivais, ton premier travail, c'est d'aller à l'université. C'est d'étudier, puis d'apprendre, puis de voir si c'est un... Si toi, en tant qu'étudiante ou étudiant, ça te tente, tu es curieux, puis tu veux aller voir c'est quoi... Peut-être que tu ne vivras pas jamais ça de ta carrière. C'est le goût, puis tu es curieuse, puis tu dis, moi, ça m'interpelle. Bien, vas-y, tu as le goût, comme on va faire avec un élève. Mais si tu es anxieux, puis que ça ne te tente pas, puis que là, tu ne te sens pas là, toi, tu es comme plus concentré à dire, moi, j'ai hâte qu'ils reviennent dans la classe, les élèves, j'ai hâte d'être avec eux autres. Ouais. Bien, c'est pas normal là, que ta maître associée là, te force à aller faire du piquetage. Alors, ça va être super intéressant, cette recherche-là, puis j'espère qu'elle va aller jusque-là, parce que il y en a de la violence, puis même à l'interne, là, je parle du syndicat, mais moi, je le vois aussi. Je trouve ça dommage. Vous parliez d'insertion professionnelle, vous disiez ça va bien. Je suis contente d'entendre ça parce que moi, j'ai souvent vu des jeunes enseignants ou même des stagiaires étudiants manger leur petite sandwich dans une salle de prof où ils n'étaient pas intégrés. Oui, c'est ça. Ils sont pas là. Un enjeu, la socialisation organisationnelle, ouais. Le fait de s'inclure au niveau social quand on arrive dans la profession. Ce que je dis par rapport à l'insertion professionnelle, ouais. C'est pas encore parfait. Non. C'est juste qu'il y a eu
beaucoup d'investissements dans les dernières années. Il y a du soutien, il y a des programmes mis en place. Ça reste qu'entrer dans cette profession-là, c'est pas évident. Là. Il y a des enjeux. Au niveau de la socialisation, mais c'est sûr que on entre dans une école qui est un milieu de vie, hein, où il y a déjà des clics, milieu de femmes. Des gens au pouvoir. Ben, ça, moi, je dirais pas ça parce que mon conjoint il est pour Hydro-Québec, puis je trouve que c'est la même chose quand il me parle. Ah oui? Il serait dans un milieu d'hommes. Là. Ah oui, vous pensez que c'est pas une différence? Parce que souvent, on associe ça parce que on a une dynamique différente, les femmes, entre Mais nous. on est aussi... oui, on peut être très... solidaire. Oui, on peut être super solidaire. Tout ça. Moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, je parlais pour ma génération, là, j'y crois beaucoup à cette espèce de solidarité-là féminine, puis au fait qu'on célèbre les générations aussi, les différentes générations. Bien, c'est aussi d'être capable de lire un peu... c'est sûr que si je suis la 6e remplaçante du groupe 102, là, les gens ils commencent à être... C'est pas envers la personne, là. C'est juste qu'il y a une autre à qui il va falloir qu'on explique où aller quand la cloche sonne, puis le code du photocopieur, puis qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse quand les élèves arrivent le matin, puis non, quand on s'en va en musique, faut pas... Il y a comme une lassitude de micro-accompagnement constant aussi. Oui. Puis il y a aussi le fait du travail. Moi, j'ai ma petite recherche personnelle. Moi, c'est mes recherches de terrain personnel, là, mes vécus. Mais moi, en 31 ans, là, ça m'est arrivé, pour être pertinente, comme je le disais avant qu'on fasse entrevue, je continue à enseigner tout ça d'une place à l'autre. Et en 31 ans, ça m'est arrivé une fois dans une école à Saint-Eustache qu'une enseignante, durant la récréation, durant le mouvement des élèves, est venue me rencontrer. « Bonjour, vous remplacez dans quelle classe? » Moi, mon nom, c'est Josée, je ne sais plus, Sylvie. Elle me donne la main. Je dis « Wow! » Je l'ai félicitée. Puis elle voyait bien que j'avais pas 20 ans, là. Puis elle est venue se présenter à moi. Elle est venue me dire dans quelle classe elle enseignait. Je dis « Wow! » Ça m'est arrivé une fois en 31 ans. Wow! Puis dans plusieurs écoles, là. Je ratisse, j'en fais pas juste de la suppléance dans une... Puis là, je me dis, puis je l'ai félicité, savez-vous quoi? Je vous félicite, puis merci. Tu sais, j'en avais pas nécessairement besoin avec tout le bagage que j'avais derrière moi. Mais je me suis dit, regarde, si elle me le fait à moi, elle le fait aux plus jeunes, elle le fait au moins, peut-être un petit peu moins solide d'arriver. Puis ça m'a fait du bien aussi, naturellement, parce qu'on est des humains, puis bon, puis tu sais, je dis, wow, tu sais, ça m'a... Mais oui, une fois en 31 ans. C'est ma recherche exhaustive. L'expérience. Mon expérience, oui, je fais bien des blagues. Mais puis on est des humains, puis le but, c'est d'améliorer, puis il y a plein de choses qui se sont améliorées. Puis ça aussi, il faut le voir qu'il y a plein de choses qui se font en éducation. Puis vous êtes là pour en parler parce que vous avez fait plein de recherches. J'aimerais qu'on parle du rôle des parents et de la société qui peuvent nous nuire ou nous aider dans notre rôle d'enseignant. Oui, c'est une question large. Récemment, on avait fait une recension des écrits sur les devoirs, qui est constamment un enjeu polémique avec Roch Chouinard. Là, on avait mis à jour Yousra Boudri-Bila aussi, où on essayait de se questionner sur le travail qui est demandé à la maison, puis est-ce que c'est soutenant, puis, parce que ça joue dans la relation que les parents entretiennent envers l'école ou l'exaspération des fois. Puis même envers leurs enfants, parce que le parent comprend qu'il doit se substituer à l'enseignant. Mais en même temps, il y a d'autres parents qui exigent des devoirs, puis quand on n'en donne pas assez, on a l'impression que c'est pas sérieux. Donc, tu sais, plaire à tout le monde, c'est pas possible. Non. Donc là, l'idée, c'est simplement de prendre une décision professionnelle réfléchie, de l'expliquer en rencontre de parents. Voici comment ça va se passer pour telle raison. Puis après ça, ben, de pouvoir en discuter avec les parents, puis au besoin de les référer vers... Moi, je donne seulement de l'étude, par exemple. Si vous voulez qu'il y ait des devoirs, je peux vous référer à tel ou tel site Internet, aller voir ce que vous pouvez faire avec lui, mais voici pourquoi moi, j'en donne pas. Donc, tu sais, après ça, il y a peut-être des décisions professionnelles à prendre qui sont très, très délicates parce que c'est constamment collectif. Ben là, moi, je suis enseignante en 2e année. Bon, ben est-ce que c'est l'équipe de 2e année qui n'en donne pas? Est-ce que c'est l'équipe du 1er cycle qui n'en donne pas? Est-ce que c'est une décision école puis on n'en donne pas? Est-ce que tout le monde... Donc, et dès que ça demande plus grand que soi,
Ben, c'est des négociations, des perceptions, ouais. des concessions. Et finalement, mais des fois, à force de vouloir qu'on fasse tout le temps, tout le monde, ben, il y a un peu d'immobilité Mhm, là-dedans parce mhm. qu'on ouvre une porte, on se rend compte que, bon, on n'aura pas du tout de consensus, donc on finit par la refermer. Donc, tu sais, avec la relation avec les parents, il y a ça. Là, pour moi, il y a quand même à poursuivre l'idée des devoirs. Là, tu sais, je trouve que ça fait scandale aux Oui. 3, 4 ans, 5 ans, puis après ça, on referme la porte, puis on n'en parle plus, plutôt que de régler l'affaire, Qu'est-ce qui là, en est tu sais. ressorti de cette étude-là, grosso modo? On parle encore, il ne faut pas généraliser. Non, c'est une recension des écrits Oui. qu'on avait fait. Ben, au primaire, il y a pas de plus-value claire dans la littérature sur les devoirs écrits, là, tu sais, que ça OK. serait aidant pour la réussite. Au primaire, la lecture tous les soirs est vraiment un Mhm. prédicteur de réussite. Donc, tu sais, s'il y a un devoir à faire, là, c'est d'envoyer à la maison des livres au niveau des élèves, qui Mm. intéressent les élèves et de leur demander des lire. Pas de répondre à des questions plates, pas de faire un résumé le lendemain, lire pour le plaisir, là. Lire avec papa, maman, avec grand frère, peu Mhm. importe, là. Lire avec une personne signifiante, au primaire, ça semble être vraiment important. C'est la base de tous les apprentissages. Ouais. Au secondaire, par contre, les études sont plus nuancées. Il y a des matières différentes et tout ça. Et là, il semble que certains devoirs Faire écrits, un peu de drill, là, comme on dit. lorsqu'ils sont en lien direct avec quelque chose qu'ils ont appris, c'est pas l'endroit pour faire des nouveaux apprentissages. L'élève qui comprend pas va pas plus comprendre parce Mm. qu'il a fait un devoir Non. là-dessus. Mais de renforcer, en fait, un apprentissage qui a déjà été fait au secondaire, il y a quand même plusieurs études là, qui semblent nous dire que ça peut valoir la peine. Alors qu'au primaire, on est vraiment plus dans l'idée de lire. Lire tout le temps. Oui, c'est là-bas. Puis de mettre l'enfant dans un milieu lecturisé le plus possible. Ouais, Par l'exemple aussi, ouais, de si l'enfant voit ses parents lire, ou au moins. Puis l'enseignant, c'est ça, il faut penser à ça. Des fois, de dire, ben écoute, cet enfant-là, tu sais, tu questionnes des élèves, il n'y a pas de livre à la maison, mais quelque part, c'est ça, faut y penser. Ça va jusque-là, le travail d'un ouais. enseignant. Ben, il faut envoyer des livres Oui, à la maison oui. qui sont du niveau de l'enfant, qui sont Mm, adaptés, qui sont mm, adéquats et tout ça. Ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est notre mandat, là. On peut pas juste se dire tes parents iront à la bibliothèque, là. Si je veux mm, qu'il y ait de la lecture à la maison, il mhm. va falloir qu'elle soit organisée par l'école. Mais, fait que, tu sais, dans la relation Mhm. avec les parents, je trouve qu'il y a un peu ça. Évidemment, dans les milieux défavorisés où on fait beaucoup de recherches, euh, on travaille avec des enseignants pour qui les parents de leurs élèves ont eu souvent des mauvaises expériences envers l'école. Donc, leur propre expérience envers Mhm. l'école est déjà négative. C'est pas tout le temps évident pour eux, donc, de ne pas être teintés de ça quand leurs enfants rentrent à l'école. Tu sais, ça OK. fait ramener des traumatismes ou des... Oui. Si moi, je me suis sentie niaiseux Mm. pendant 12 ans, j'ai pas envie que mon enfant vive ça. Donc, ça se peut que j'y dise que c'est pas si important que ça, puis que puis je le fais pas je le fais pas par manque d'amour, au Ah, contraire, je le fais non, pour non, le ben, protéger, oui, puis oui, pour oui, me dire, je oui. veux pas qu'il vive ce que moi Oui, j'ai puis même vécu et tout ce ça. parent-là va dire aux parents, dire, écoute, je te comprends tellement que tu comprennes rien aux maths. Ça, Exact. moi, j'étais pourrie en maths. Moi, des fois, je Comme leur si c'était dis, générationnel, oui, moi, là, je leur c'est dis, comme dites pas si, ça, et dites tout pas ça. ça. Oui. Mais il y a Ouais. beaucoup d'enseignants de ces milieux-là qui profitent des rencontres de parents en début d'année pour essayer de distinguer, de dire, votre vécu d'élève ne sera pas le vécu de votre enfant. On va Non. s'organiser pour que ça soit plus On va casser ça. lumineux, plus beau. C'est que ça arrête maintenant, mais pour nous aider, on va avoir besoin que vous parliez en positif de ce qui se Oui, passe. Mais on vous jure qu'à l'école, on va tout faire pour que ça soit le oui. fun, puis pour qu'ils vivent plein de réussite, puis on va être là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui prennent le temps pendant les rencontres de parents d'essayer de distinguer leur vécu Mhm. d'élève comme ancien élève et le vécu que leur enfant va se construire avec l'école, Mhm. là. C'est nouveau pour eux. Laissez-les aimer ça. Oui. Puis Laissez-les triper. t'as des parents aussi parmi ces gens-là qui, justement, moi, c'est ce que j'ai senti aussi, c'est qu'ils nous font tellement confiance parce que tu as ces parents-là qui vont y aller côté négativement, mais tu as ceux qui vont dire, hey, moi, là, je veux tellement pas qu'ils vivent mon enfance que j'ai vécu. Puis, regardez, là, ils vont nous voir sur un piédestal, puis ils vont nous laisser faire notre travail. Mhm. Ils vont nous faire complètement confiance. Puis tu as les autres sortes de parents aussi. Tu as d'autres parents qui sont en milieu plus favorisé parce qu'il faut en parler, ou tu as des parents qui sont très proactifs, mais tu as ceux qui font de l'ingérence.
Ouais. qui sont universitaires, qui ont aussi leur propre doctorat, qui sont dans leur domaine, qui sont professionnels, qui sont habitués de faire de la gestion, qui sont des leaders nés et que là, vont arriver, ils vont dire, ben là, en tant qu'enseignante, tu devrais faire telle chose. Oui. Et là, ben, c'est dans le développement de notre identité professionnelle qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, l'identité professionnelle en enseignement, ça se construit tout au long de la carrière, mais beaucoup en début de carrière. Puis plus mon identité professionnelle va être forte, plus je vais être capable de répondre à cette personne-là en disant, en- sans entrer dans la confrontation, au Non. contraire, en explicitant mes choix. J'entends ce que vous dites, puis je comprends, tu sais, vous voulez le mieux pour votre enfant, fait que vous pensez que je devrais faire ça. Voici pourquoi c'est pas ça que je fais, puis voici c'est appuyé sur quoi ma décision, puis voici les effets que ça va avoir, tu sais. Je trouve que des fois, dès qu'on apporte un avis contraire ou qu'on challenge, on voit ça comme une confrontation, alors que pour moi, il y a juste on échange des idées, là. Ouais. Le parent Ça a dépend le comment droit. c'est amené, le parent aussi. Exact. Mais ça dépend aussi comment c'est Reçu, accueilli et perçu. reçu, tu sais. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants d'âge scolaire. Les 3 sont au primaire en ce moment. Et que ce soit avant la pandémie ou après la pandémie, entrer dans une école primaire, c'est pas facile, hein? Tu sais, la porte est Ah non, non, barrée, non, non, là, ben non, puis il faut non. sonner, là. Oui. Puis quand on sonne, des fois, la réponse, c'est: «C'est pas possible, vous pouvez pas rentrer». «Oui, mais j'ai juste la bouteille d'eau de tel enfant. Laissez-la sur le bord de la porte, on va venir la chercher tantôt». Il y a «Ah, une OK, raison à ben, ça. bonne journée». Il y a une raison, mais en même temps, il y a C'est fermé. voulez-vous vraiment qu'on soit impliqués, là, Oui. les parents? Parce que des fois, Oui. ça, on dirait pas. Vous Non. voulez peut-être qu'on soit là la journée des pommes, à l'heure exacte, puis qu'on fasse exactement ce que vous dites, mais en général, la collaboration entre l'école et la famille, Ce qu'on voit pas qu'est-ce qu'il y en l'alternative, est? par Ce exemple. qu'on voit beaucoup à l'alternative, Ouais. par exemple, où Ouais. l'expertise est partagée. La Mais pour coéducation. ça, je dois avoir une identité professionnelle forte. Je dois avoir confiance en ce que je fais. Donc, ça me dérange pas qu'il y ait des parents dans ma classe pendant que j'enseigne, parce que ce que je fais, j'ai confiance en moi. Exact. Je suis pas en train de faire de la violence éducative Non, ordinaire non, envers non. des élèves. Ça se passe bien dans ma classe. Ouais. Donc, il y a ça qui est à travailler dans la relation des deux côtés. Tu sais, les parents Ouais. gagnent à aller plus dans les écoles puis voir comment ça se passe. Puis les enseignants, dans ma tête, gagnent aussi à ouvrir À ouvrir les leur porte. portes. Parce que c'est vrai que souvent, les enseignants vont fermer leurs portes pour se protéger, pour pas être jugés, parce que des fois, ça arrive, puis ils disent, ben, c'est mon seul endroit où je peux... tu sais, j'ai comme mon plein pouvoir, si on peut dire, Mais là. c'est beaucoup ça qui est dit. Pas tout le temps Ouais. positif, des Ouais. fois. Non, Tu non, sais. non, non, Ce non, que non. je fais quand ma porte de classe est fermée, ça m'appartient. Non, une Non. école, c'est public. Ouais. Si moi, mes projets de recherche sont des fonds publics et sont accessibles Ce à que toi, tu tous, fais. une école, c'est public. Ouais. Une école, ça appartient à la société, là. C'est nous qui avons décidé ensemble, collectivement, que ça se passe comme ça. Donc, il y a quelque chose du bien public qui, des fois, se perd dans l'idée de l'école fermée, inaccessible, où c'est super difficile de contribuer. Puis, ça a toujours...